Nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Smart Patrimoine qui suit ça une fois par semaine. Et une question que nous nous posons aujourd'hui, le Bitcoin fait-il face à une crise de confiance dans le contexte actuel de recul d'un certain nombre d'actifs en crypto-monnaie et notamment du Bitcoin qui ce matin était aux alentours des 21 000 $, mais aussi lorsqu'on voit qu'un certain nombre de plateformes ont parfois du mal à assurer la liquidité des réserves en crypto-monnaie que certains utilisateurs peuvent avoir chez elles. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Erskovici, fondateur et CEO de StackingSat. Bonjour Jonathan Erskovici. Bonjour Nicolas. Bon alors on va commencer par les sujets qui fâchent avant de parler dans un deuxième temps de Surfing Bitcoin, la grand-messe de l'écosystème crypto français que vous organisez avec StackingSat donc fin août à Biarritz. Première question, mais d'ailleurs peut-être que ce sera un sujet à Surfing Bitcoin. Est-ce qu'on peut dire actuellement qu'on fait face à une crise de confiance ? Pourquoi est-ce que j'appelle ça une crise de confiance ou pourquoi est-ce que je me pose cette question-là ? C'est que des actifs volatiles, on a l'habitude d'en voir dans une émission comme Smart Patrimoine. C'est pas inhérent aux crypto-monnaies, même si nombreux sont ceux à mettre en garde sur la volatilité de ces actifs. Mais on voit quand même depuis un mois une tendance à la baisse, pas que sur les crypto-actifs, mais aussi sur les crypto-actifs, et avec une baisse notamment sur le Bitcoin qui continue, c'est-à-dire que là on est aux alentours de 21 000 $, on revient sur des niveaux qu'on a connus fin 2020, et avant, pour les retrouver, il fallait aller en 2017, mais surtout, ça c'est le premier sujet, mais surtout on voit des plateformes qui sont peut-être un petit peu dépassées par les événements et des investisseurs qui peuvent être bloqués quelques heures, quelques jours, voire bloqués plus globalement sur le fait de récupérer l'argent qu'ils avaient placé sur ces plateformes. On est là pour parler du Bitcoin, pas de l'intégralité des cryptoactifs, mais le Bitcoin donne le là finalement sur un certain nombre de cryptoactifs. Est-ce que le terme crise de confiance est adapté selon vous, Jonathan Erskovici ? Alors merci pour cette question Nicolas. Dans le marché des cryptos et plus particulièrement celui du Bitcoin, il faut toujours se poser la question de quelle est l'utilité. Et d'ailleurs j'ai envie de dire plus largement dans des projets d'entreprise, il faut toujours se poser la question de l'utilité. Bitcoin, c'est un moyen de paiement et un système monétaire. Il faut toujours garder ça en tête et ne pas se focaliser sur le prix. Donc ça, c'est très important. Encore une fois, au Salvador, puis plus récemment en Centrafrique, Bitcoin a été déclaré monnaie légale pour aider les gens à trouver un moyen de paiement et un système un système monétaire pour payer. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Et effectivement, depuis que Bitcoin a été créé, donc le 3 janvier 2009, je rappelle que Bitcoin à ce moment-là valait même pas un centime de dollar, qu'aujourd'hui effectivement on est autour des 21 000 $, qu'effectivement en novembre dernier on était autour des 60 000, et qu'effectivement du coup si mes calculs sont bons, on a perdu 3 fois la valeur en l'espace de quelques mois. Effectivement ça peut paraître considérable sur un horizon de temps relativement court, mais lorsqu'on finalement on observe l'évolution du Bitcoin sur une période un peu plus longue, on voit que Bitcoin évidemment sur une longue période est extrêmement valorisé, en tout cas augmente de manière très significative. Et il faut voir encore une fois finalement les propriétés du Bitcoin, et notamment la propriété principale qui est celle du coup de la réserve de valeur aussi, même si effectivement on peut croire que sur des moments de court terme comme ça, cette propriété n'existe plus. Oui, parce qu'on la voit diminuer mécaniquement et perdre 3 fois sa valeur. Et justement, sur le prix, alors effectivement, ça peut être du bruit qu'on peut entendre autour, et c'est peut-être ce que vous allez me répondre, mais quand le Bitcoin était à 60 000, il était assez usuel de lire des analystes qui nous disaient qu'il pourrait aller jusqu'à 100 000, 150 000, 200 000, que ça y est, on était parti et que ça ne reculerait pas. Maintenant, ces mêmes analystes, ou en tout cas leurs concurrents ou leurs confrères, nous disent que ce 21 000 pourrait se transformer demain en 10 000 ou en 8 000, voire en 6 000, ou voire... Alors, personne ne parie sur la fin du Bitcoin, mais en tout cas, beaucoup de gens ont du mal à estimer l'arrêt du recul. Est-ce que là, du coup, on peut vraiment parler de réserve de valeur ? Alors, encore une fois, lorsqu'on se positionne sur des temps courts, je comprends votre point de vue et celui des observateurs, mais encore une fois, de notre point de vue, Bitcoin a le potentiel de devenir un étalon monétaire mondial à très long terme, et qu'aujourd'hui, effectivement, cette perte de valeur donc, qui a effectivement été divisé par 3, est significative sur une période courte, mais lorsqu'on se positionne à long terme, il ne faut pas oublier que Bitcoin a 21 millions d'unités, et que cette caractéristique première fait que si on a la conviction que Bitcoin du coup va bien jouer son rôle de potentiel étalon monétaire mondial, et que de plus en plus de pays vont l'adopter en tant que monnaie légale,
pour nous, en tout cas, il ne faut pas se focaliser sur le prix, mais sur son utilité et son usage. Et c'est très important, et c'est mon message ce matin. Justement, sur le fait, par exemple, que le Salvador ou la Centrafrique ait adopté le Bitcoin comme monnaie légale, on a vu le président du Salvador profiter de tous les moments de creux pour racheter des Bitcoins. Alors, il s'est moins exprimé ces derniers jours sur le sujet, peut-être que ça viendra. Toujours est-il que, je lisais moi un article hier qui disait qu'il possédait aux alentours de 105 millions de dollars en Bitcoin, et que du coup, au moment où il les avait achetés, et que cette valeur avait été mécaniquement divisée par 2 avec les reculs successifs qu'on a pu voir sur ce crypto-actif. Est-ce que, justement, on peut se poser la question d'un point de vue particulier, envie de dire d'aller sur un actif aussi volatile? Quand on est une entreprise, également, ça engage la responsabilité du dirigeant. Quand on est à la tête d'un État, est-ce que c'est, j'ai envie de dire, safe d'aller aussi massivement sur le Bitcoin? Alors, c'est une excellente question. Et d'ailleurs, lorsque la délégation française est partie au Salvador, il y a quelques mois, donc en novembre d'ailleurs, où Bitcoin était au plus haut, effectivement, on pouvait se poser la question de la personnalité du président et son côté un peu CEO de son pays. Donc, effectivement, c'est à double tranchant. Soit on peut considérer que ce monsieur est un mégalomane totalement fou et qu'il a pris un pari extrêmement risqué qui peut nuire finalement à sa population, ou au contraire, se dire que c'est plutôt quelqu'un de visionnaire et qui parie sur quelque chose de long terme parce qu'il a des convictions très profondes sur l'utilité du Bitcoin. Donc moi, effectivement, je suis plutôt sur la deuxième caractéristique. Bien sûr, ouais, on s'en doute. Mais effectivement, on peut se dire, est-ce que finalement cette stratégie va dans le sens du coup de l'intérêt de ses habitants? C'est un débat. Personnellement, moi, je crois que pour ce genre de pays qui sont de toute façon dans le queue de peloton des pays mondiaux, ce sont plutôt des pays pauvres. Donc finalement, ils ont beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Ce n'est que mon point de vue. Parce que en lien avec leur propre monnaie locale avec leur propre monnaie, avec leur propre développement économique. Parce que je rappelle que le Salvador, après j'ai plus les classements, mais en tout cas le Centrafrique, c'est le deuxième pays le plus pauvre au monde. Donc voilà, donc c'est-à-dire que qu'est-ce qui peut être pire que d'être déjà le deuxième pays le plus pauvre au monde, alors que si justement on a cette conviction que Bitcoin peut résoudre un certain nombre de problèmes dans ces pays-là, et ben en fait, ils ne peuvent que remonter, à mon sens, dans ce classement des... Et ce, même si Bitcoin perd 3 fois sa valeur, comme on l'a dit tout à l'heure. Exactement. Parce qu'encore une fois, là, vous pensez que le prix a été divisé par 3, ce qui est le cas. Mais effectivement, dans certains pays, on a des inflations à plus de 1000% ou à plus de 10 000%. Donc, l'un dans l'autre, est-ce que d'avoir une dévalorisation de sa monnaie de manière très importante versus le Bitcoin qui perd 3 fois sa valeur à court terme, mais qui a une perspective de long terme très importante, c'est un pari. Alors, une dernière question avant de mentionner quand même rapidement cet événement Surfing Bitcoin, puisque il y a quand même tout l'écosystème crypto, ou en tout cas Bitcoin, qui va se réunir 3 jours à Biarritz, donc c'est quand même intéressant de savoir de quoi ils vont parler. Juste avant, il y a quand même eu un certain nombre de scandales sur des stablecoins, donc on parle de Terra Luna, là on parle de Celsius plus récemment, alors qui n'est pas un stablecoin, mais qui est une plateforme. Pour ceux qui nous regardent et qui regardent ces sujets crypto-actifs, crypto-monnaies, Bitcoin d'un peu plus loin, et qui se disent, ça n'a pas l'air très safe, cet écosystème, il vaut mieux en rester loin. Est-ce que un scandale comme Terra Luna ou un sujet comme l'entreprise Celsius en ce moment qui du coup, ne peut plus honorer ses engagements vis-à-vis d'aucun de ses clients, est-ce que ça a un lien avec Bitcoin? Est-ce que ça peut impacter Bitcoin directement? Alors, par capillarité, probablement que oui, parce qu'il se trouve que toutes ces entreprises-là ont des réserves en Bitcoin et lorsqu'elles se font liquider, elles doivent revendre ces actifs qui, du coup, va avoir un impact sur le prix. Donc, indirectement, il y a des conséquences sur le prix. Mais il faut voir, encore une fois, ce genre de plateforme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on conseille, nous, à nos clients, not your keys, not your Bitcoin. Donc, lorsqu'on confie finalement ces actifs à un tiers, en l'occurrence Celsius, pour espérer gagner un rendement, finalement, on perd la propriété de ces bitcoins. Et ça, c'est ce qu'on rabâche à nos clients. Et c'est pour ça que nous, chez Stackinsat, on a un système d'achat-livraison automatique qui permet à nos clients de conserver eux-mêmes leurs bitcoins et non pas, justement, de les laisser à disposition de certaines plateformes qui, du jour au lendemain, peuvent avoir des difficultés de liquidité. Et donc, Celsius, aujourd'hui, tous les clients de Celsius, je peux vous dire qu'ils pleurent énormément parce que du coup, ils ne peuvent plus retirer leurs fonds et probablement que la société va faire faillite.
what's next. C'est-à-dire que vont là, devenir pour le coup, il n'y a pas de banque centrale ou de régulateur qui vient vous sauver. Donc ça, finalement, pour nous, en tant que Bitcoin maximaliste, c'est un assainissement finalement du marché. Et surtout, ça permet à tout le monde de comprendre que c'est Bitcoin qui a le monopole, j'ai envie de dire, et qui a une vraie utilité, contrairement aux autres cryptos, aux autres plateformes, dont l'utilité est un peu plus faible. Jonathan Erskovici, donc le 25, 26, 27 août se tiendra l'événement Surf in Bitcoin. Si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire dans les différentes annonces, il y a une partie grand public et ensuite une partie plus monde professionnel des crypto-monnaies. Donc c'est dans un mois et demi. De quoi est-ce qu'on va parler? Quels sont les grands sujets du moment, les grands sujets d'angoisse? Alors j'imagine que ce dont on vient de parler est un sujet qui anime forcément la communauté, mais quand la communauté Bitcoin ou la communauté crypto-monnaie plus large française, et pas que d'ailleurs, c'est que français ou c'est... Pas du tout, c'est une conférence internationale. Internationale, d'accord. Se réunit pendant 3 jours à Biarritz, on y parle de quoi? Alors, donc, merci pour cette question, parce que ça, j'en suis particulièrement fier et presque ému aujourd'hui de venir vous en parler, parce que c'est un projet sur lequel on travaille depuis plus de 6 mois avec mes associés. Donc, effectivement, c'est la 3e édition de Surf in Bitcoin. On a prévu cette fois-ci d'avoir une conférence sur 3 jours. Donc la première journée, Surfing Day, effectivement, c'est une journée grand public. Notre objectif, c'est justement d'essayer de convaincre un maximum de... pas de surf, hein, Alors, il se trouve qu'on va organiser probablement une compète de surf. Et ça, c'est pour animer la galerie, j'ai envie de dire. Mais effectivement, cette première journée, l'objectif, c'est d'essayer de convaincre le maximum de no-coiners. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons acheté les droits du documentaire Le Mystère Satoshi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Nicolas, mais je vous le recommande. Sur Arte Sur Arte, exactement. Ouais. Pour diffuser en fait ce film à un public très large, à une audience très large de touristes, par exemple, donc, qui seraient sur Biarritz à ce moment-là. Et notre objectif, c'est de démocratiser Bitcoin et de le rendre de plus en plus accessible au grand public. C'est l'objectif de cette première journée du Surfing Day. On va d'ailleurs organiser une chasse au trésor où vous allez pouvoir gagner 10 000 € de Bitcoin dans la ville. Ça va être incroyable. Mais effectivement... Les 2 journées qui suivent, c'est-à-dire le vendredi 26 et le samedi 27 août, là on est effectivement dans une logique un peu plus business et avec du coup 4 thématiques. Chaque thématique aura lieu sur une demi-journée. Donc on aura finance et régulation sur la première demi-journée, économie géopolitique, minage et énergie et enfin technologie et outils. Donc on aura un certain nombre de tables rondes, de panels pour parler de tous ces sujets-là, comme vous l'avez dit. Et on a la chance d'avoir quand même une centaine de speakers qui seront là cette année à Biarritz pour justement échanger autour de tous les sujets que je viens d'évoquer. Rendez-vous donc le 25, 26, 27 août à Biarritz. Merci beaucoup Jonathan Erskovici. Je rappelle que vous êtes fondateur et CEO de StackingSat et vous organisez donc également Surf in Bitcoin dont Bismart est partenaire d'ailleurs. Merci beaucoup Jonathan Erskovici. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.